Merci beaucoup pour l'invitation et pour le cours aussi avant. Moi aussi, ça m'a été profitable. Merci. Donc, je vais vous parler effectivement des cellules dendritiques, de leur rôle à la fois dans l'induction de réponses immunitaires contre les infections, par exemple, ou le cancer, et de leur rôle dans la tolérance pour limiter les maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires, ou pour prévenir le développement de maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires. Donc, je vais essayer d'aborder différentes questions. Je ne vais pas répondre à toutes les questions. Souvent, comme souvent en science, on a souvent beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Donc, les questions qu'on va aborder, c'est qu'est-ce que c'est que les cellules dendritiques, à quoi elles servent, par quel mécanisme cellulaire et moléculaire elles participent à activer les lymphocytes T et comment elles orientent la réponse des lymphocytes T soit vers la tolérance, soit vers l'immunité en fonction du contexte. On va voir qu'il y a différentes sous-populations de décès, donc des questions que les gens se posent actuellement, c'est est-ce qu'il y a une spécialisation fonctionnelle, un partage du travail avec certaines cellules dendritiques qui sont impliquées dans l'induction de certains types de réponses immunitaires ou pas. Les questions qui se posent aussi, c'est quelles sont les voies moléculaires qui gouvernent l'activation des cellules dendritiques, parce qu'on verra qu'en fait, les cellules dendritiques, elles sont aussi plastiques, et comme les lymphocytes T CD4 qui peuvent se différencier en lymphocytes T régulateurs ou TH17 ou TH1, les cellules dendritiques peuvent s'activer vers différents profils fonctionnels et médier différentes fonctions. On abordera un peu comment la perturbation des fonctions des cellules dendritiques peut participer à des pathologies, soit effectivement des pathologies auto-immunes ou auto-inflammatoires, soit à l'inverse, parfois comment les fonctions tolérogènes des cellules dendritiques peuvent être exploitées par les pathogènes ou le cancer pour promouvoir une tolérance dans un contexte anormal et pathologique. Donc on se posera la question de savoir c'est quoi qui fait la différence entre une réponse normale et une réponse pathologique. Est-ce que c'est les mêmes mécanismes qui peuvent être dérégulés dans des conditions pathologiques, mais qui normalement jouent un rôle protecteur dans des contextes de santé normale. Et pour finir, discuter un petit peu des approches potentiellement utilisables en clinique, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer faire dans le futur pour essayer d'utiliser les fonctions des cellules dendritiques et de manipuler les fonctions des cellules dendritiques pour rétablir, alors peut-être pas de la guérison, ça peut être aussi des conditions de suspension de maladie et non pas de guérison, mais pour essayer de manipuler les cellules dendritiques de façon à rétablir une réponse normale dans un contexte de maladie en fait. Donc à quoi servent les cellules dendritiques? Alors déjà, qu'est-ce que c'est les cellules dendritiques? On les appelle dendritiques parce qu'elles ont une morphologie dendritique, c'est-à-dire c'est des cellules qui ont des longs prolongements cytoplasmiques, c'est ce qu'on appelle les dendrites, à tel point que, par exemple, celles qui sont dans la peau, qui s'appellent cellules de Langerhans, lorsqu'elles ont été découvertes par Paul de Langerhans, il les avait décrites comme étant des neurones parce qu'elles avaient des extensions tellement longues qu'ils pensaient que c'était des axones neuronaux en fait. Ce sont des cellules très très rares en fait. L'ensemble des cellules dendritiques, tout sous-type confondu, c'est à peu près 0,3% des globules blancs du sang et c'est 3% des cellules qui sont présentes dans les organes lymphoïdes. Donc c'est des cellules très rares, mais ce n'est pas parce qu'une cellule est rare qu'elle n'est pas importante, contrairement à ce que les gens ont dit au découvreur des cellules dendritiques, Ralph Steinman, qui a eu le prix Nobel pour ça, et qui, pendant toutes les premières années de ses découvertes, a été regardé de haut parce qu'on pensait qu'il s'intéressait à des cellules tellement peu nombreuses qu'elles n'étaient probablement pas importantes du tout. Donc ce n'est pas le cas. Elles ont une répartition tissulaire ubiquitaire, elles sont rares, mais en fait elles sont partout. Elles sont dans tout l'organisme, elles sont dans les tissus non lymphoïdes, dans la peau, dans les muqueuses, dans les muscles et aussi dans les organes lymphoïdes primaires et secondaires, y compris donc dans le thymus. Elles sont d'origine hématopoïétique, c'est des cellules mononucléées phagocytaires, donc grosso modo elles appartiennent en termes de grande famille à une famille qui est proche de celle des monocytes et des macrophages, mais c'est une sous-famille différente de celle des monocytes et des macrophages. Ce sont des cellules présentatrices d'antigènes professionnels, c'est-à-dire qu'elles ont une forte expression des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1 et de classe 2, et qu'elles sont, en particulier, elles augmentent l'expression de ces molécules lorsqu'elles s'activent. Et elles expriment aussi des molécules de costimulation comme CD40, CD80, 86 dont vous avez déjà parlé. Et ce sont des molécules qui sont nécessaires pour l'activation des lymphocytes T naïfs. Et en fait, les cellules dendritiques sont les cellules de loin les plus efficaces dans l'organisme pour activer des lymphocytes T naïfs la première fois qu'ils vont être exposés à leur antigène. Et donc, en fait, au sein des différentes cellules présentatrices d'antigènes, il y a les cellules dendritiques. Donc, on peut distinguer déjà deux sous-types, celles qu'on appelle classiques ou conventionnelles et celles qu'on appelle plasmacytoïdes. Mais les monocytes macrophages sont aussi des cellules présentatrices professionnelles d'antigènes ou les lymphocytes B. Cela étant dit,
du point de vue, en tout cas du scientifique et de l'immunologiste, de ce qu'on comprend de ces cellules. La fonction primaire des autres cellules présentatrices d'antigènes, ce n'est pas la présentation de l'antigène, c'est autre chose. Pour les lymphocytes B, c'est la production d'anticorps. Pour les macrophages et les monocytes, c'est le contrôle de l'inflammation, mais aussi des fonctions d'entretien du tissu et de réparation tissulaire, donc ce qu'on appelle les fonctions trophiques, pour permettre dans les différents tissus par exemple d'éliminer les cellules apoptotiques, de fabriquer certains nutriments et d'apporter une infrastructure qui permet le renouvellement et le maintien du tissu, des fonctions microbicides aussi. Et les fonctions principales des cellules dendritiques plasmacytoïdes, c'est la production des interférons de type 1 et de type 3, et donc on pense que ces cellules sont importantes pour la défense antivirale. Leur fonction principale, ce n'est pas la présentation en lymphocytes T naïfs, c'est la production d'interférons de type 1 et de type 3. D'ailleurs, ces cellules ne sont pas on les appelle dendritiques, mais en fait, elles ne sont pas dendritiques pour commencer, contrairement à celles-là. Elles ont une morphologie plasmacytoïde, d'où leur nom ambigu dendritique plasmacytoïde, qui a un non-sens, parce que si on est plasmacytoïde, on est rond, et si on est dendritique, on a des dendrites. Mais quand elles se différencient et s'activent, elles deviennent dendritiques. Mais c'est uniquement sous activation, et elles expriment beaucoup moins de classe 2, par exemple, que les cellules dendritiques conventionnelles, et elles sont beaucoup moins efficaces, de façon générale, pour activer les lymphocytes T naïfs. Donc les cellules dendritiques conventionnelles, c'est vraiment les cellules qui sont les plus efficaces pour parler aux lymphocytes T naïfs, leur parler soit pour induire l'immunité, soit pour induire la tolérance, en fonction du contexte dans lequel cette interaction cellulaire se fait. Et donc ces cellules-là sont des cellules auxquelles on s'intéresse beaucoup en termes de vaccination ou d'immunomodulation, parce que ça serait un moyen justement spécifique pour essayer de manipuler les effecteurs du système immunitaire de façon antigène spécifique et éviter des problèmes d'activation générale ou d'immunosuppression générale avec tous les effets secondaires dont a parlé Alain avant. Et donc ça pourrait être un outil particulièrement efficace pour avoir une manipulation à façon du système immunitaire de façon à, par exemple, empêcher le développement de réponses auto-immunes sans empêcher le développement des réponses contre des infections ou du cancer, par exemple. Alors, les cellules dendritiques, comment est-ce qu'elles activent les lymphocytes T ? Elles détectent des signaux d'entrée dans leur environnement par différents récepteurs. Elles expriment des récepteurs à l'antigène qui leur permettent de capter des antigènes dans le milieu extérieur, de les endocyter pour ensuite les apprêter, les couper en morceaux et les présenter avec les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Et cette présentation d'antigènes va se faire dans la cellule dendritique en fonction du contexte dans lequel l'antigène est capturé, c'est-à-dire des signaux de danger que la cellule dendritique va simultanément détecter en même temps qu'elle capture l'antigène. Donc la cellule dendritique, par exemple, va exprimer certains récepteurs à des signaux de danger dont Alain vous a parlé, par exemple, les récepteurs TOL, TLR7, TLR9, TLR8, qui vont être exprimés de façon différentielle entre différents sous-types de cellules dendritiques et qui vont déterminer comment la cellule dendritique va s'activer, comment elle va ce qu'on appelle maturer, c'est-à-dire qu'une cellule dendritique à l'état immature, elle a peu de dendrites, elle a peu d'expression des MHC classe 1 et classe 2, elle a peu d'expression de CD80, CD86. Mais quand elle va endocyter l'antigène, en fonction des signaux qu'elle va recevoir, elle va ou pas augmenter l'expression de ces molécules, l'expression du CMH1, CMH2, l'expression de CD80, CD86. Et il va aussi détecter l'environnement en termes de cytokines ou d'autres facteurs qui sont dans l'environnement. Donc elle va détecter non seulement directement, par exemple, des molécules issues de virus ou de bactéries ou des molécules issues de cellules en train de mourir, mais aussi détecter comment les autres cellules de l'organisme réagissent et par exemple détecter des cytokines. Donc elle va parler aux lymphocytes T, mais elle va être même sensible, aux signaux émis par les lymphocytes T. Et donc au cours de la maturation des cellules dendritiques, il va y avoir une intégration des différents signaux que la cellule dendritique détecte dans son environnement. Et l'intégration de ces différents signaux va permettre à la cellule dendritique d'émettre des signaux de sortie qui vont être la résultante de l'intégration des signaux d'entrée. Donc, différents signaux d'entrée vont amener à la délivrance de différents signaux de sortie aux lymphocytes T. Ces signaux de sortie, c'est d'abord la présentation de l'antigène, donc l'engagement du récepteur T, la costimulation, par exemple l'engagement de CD28 par CD80, CD86, dont vous avez entendu parler, mais aussi des cytokines. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'IL-23, qui est une cytokine qui induit l'IL-17 dans les lymphocytes T, TH17. Et donc, ces différents signaux vont être émis par les cellules dendritiques en fonction du contexte dans lequel elles s'activent. Et c'est ça qui va déterminer la polarisation fonctionnelle des réponses lymphocytaires T. Donc en fait, une cellule dendritique à l'état immature, elle a beaucoup de complexes majeurs d'histocompatibilité à l'intérieur d'endosomes particuliers dans la cellule, mais peu à sa surface. Elle est peu phagocytique. Et elle présente essentiellement sur le MHC classe 1 des peptides qui viennent de ses propres protéines, donc des peptides du soi en fait.
pas des peptides issus des autres cellules. Lorsqu'elle va être stimulée, par exemple, par du LPS provenant de bactéries qui va activer TLR4 à la surface de certaines cellules dendritiques, ça va entraîner une augmentation transitoire de l'endocytose. Donc la cellule va sentir des signaux de danger qui vont l'amener à capturer plus d'antigènes dans le milieu extérieur, à apprêter ces antigènes, les couper en morceaux, les associer au complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2, éventuellement, en fonction de certaines cellules dendritiques, à les associer aussi au complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1, et simultanément à augmenter l'expression de certaines molécules de costimulation et à produire des cytokines. Cette augmentation de l'expression des molécules, par exemple de CMH classe 2, des molécules de costimulation comme CD40 et de production de cytokines, va permettre une interaction efficace avec les lymphocytes T CD4 naïfs. Et donc, par l'engagement du TCR, l'engagement des molécules de costimulation et la sécrétion de cytokines, les lymphocytes T CD4 vont être activés, ici si on se place dans un cadre d'activation, et vont développer donc vont proliférer et acquérir des fonctions effectrices. Par exemple, ici, dans le cadre de production d'IL-12, d'interféron bêta et d'engagement de CD86, on va potentiellement développer une réponse de type TH1. Donc ces lymphocytes CD4 vont produire l'interféron gamma qui lui-même va continuer à finir d'activer la cellule dendritique et lui permet d'exprimer CD86 qui va finir d'activer le CD4 en engageant CD28 et qui va aussi conférer à cette cellule dendritique la capacité à interagir avec les lymphocytes TCD8 qui n'expriment pas tellement de CD40 ligands et qui donc nécessitent vraiment l'engagement de CD28 par CD86. C'est pour ça qu'en fait, les lymphocytes TCD4 ont une fonction auxiliaire ou d'aide pour l'activation des lymphocytes TCD8 parce qu'ils doivent conférer à la cellule dendritique la capacité à interagir avec le lymphocyte TCD8 et ça se passe par l'augmentation de l'expression de CD86 sur la cellule dendritique qui dépend de son interaction avec le lymphocyte TCD4. Donc, les cellules dendritiques, elles contribuent à la fois aux tolérances centrales et périphériques et à l'immunité. Donc, en termes de tolérance centrale, la tolérance centrale, ça se passe dans le thymus au moment où sont générés les lymphocytes au cours du réarrangement aléatoire des gènes du TCR. Donc, en fonction du TCR qui est généré, certains lymphocytes vont exprimer un TCR capable de reconnaître des antigènes du soi avec des avidités différentes. Et les lymphocytes autoréactifs qui ont une forte avidité vont être déplétés dans le thymus, c'est ce qu'on appelle la sélection négative, donc vous avez déjà entendu parler, je pense. Et donc, en fait, les décès thymiques sont impliqués de façon très importante dans cette sélection négative des lymphocytes autoréactifs dans le thymus. Mais outre la sélection négative, il peut y avoir, pour les lymphocytes qui auraient un TCR d'avidité intermédiaire pour des antigènes du soi, la conversion en ce qu'on appelle Treg naturel, c'est-à-dire des lymphocytes régulateurs qui sont induits dans le thymus, et qui sont généralement dirigés contre des antigènes du soi qui sont exprimés dans beaucoup d'organes périphériques, mais qui se trouvent être exprimés dans le thymus, entre autres grâce à l'expression de R dans les cellules thymiques épithéliales, et je pense qu'Alain vous en a parlé aussi déjà en fait. Mais il y a aussi une tolérance périphérique qui consiste en deux mécanismes. D'une part, certains des lymphocytes autoréactifs arrivent à échapper à la tolérance centrale et se retrouvent en périphérie dans le reste de l'organisme. Et donc ces lymphocytes potentiellement autoréactifs vont être gardés à un état soit anergique, c'est-à-dire ils vont être incapables de s'activer en périphérie grâce à leur interaction avec des cellules dendritiques tolérogènes, ou ils vont être aussi transformés pour certains CD4 en lymphocytes régulateurs, mais qu'on dit cette fois induits, c'est-à-dire des lymphocytes régulateurs qui n'ont pas été induits dans le thymus, mais qui ont été induits en périphérie. D'autre part, la tolérance périphérique, elle permet aussi de maintenir les lymphocytes naturels, régulateurs naturels, qui sont induits dans le thymus, mais qui ont besoin de signaux en périphérie pour être maintenus en périphérie, être toujours fonctionnels en périphérie et se renouveler, donc se diviser à bas bruit pour que ces lymphocytes régulateurs persistent en périphérie et puissent jouer leur rôle dans la tolérance de l'organisme. Donc en fait, en périphérie, il y a une maturation tolérogénique des décès qui migrent dans des tissus non lymphoïdes, comme par exemple la peau, qui s'activent dans la peau et qui vont migrer de façon basale, en l'absence d'infection, de la peau dans les organes lymphoïdes qui drainent la peau. Et dans ces organes lymphoïdes, ces cellules dendritiques vont entraîner soit la délétion clonale, soit l'énergie des lymphocytes réactifs, soit la génération de lymphocytes régulateurs induits. Et donc cette tolérance, c'est non seulement la tolérance aux antigènes du soi pour éviter l'auto-immunité, mais ça peut être aussi la tolérance à des antigènes qu'on dit inoffensifs, des antigènes environnementaux, le pollen des arbres, la poussière, les acariens qu'il y a dans la poussière, qui sont des sources d'allergènes très importants. Et donc
il y a une tolérance contre ces antigènes qui permet d'éviter l'allergie. Et quand on a une allergie, c'est parce que cette tolérance a été insuffisante, en fait. Aussi une tolérance contre les antigènes alimentaires. Donc toutes les allergies, c'est aussi un déficit de tolérance qui fait que nos cellules dendritiques et notre système immunitaire n'a pas été éduqué correctement contre ces antigènes normalement inoffensifs. Mais cette tolérance, elle a aussi un rôle dans la relation avec la flore microbienne, puisque notre peau, elle est recouverte de bactéries et de champignons et éventuellement de certains virus, qui sont des micro-organismes contre lesquels, qui ne sont pas normalement dangereux pour nous, qui participent même à l'homéostasie de la peau et à la fonction biologique de la peau. Dans l'intestin, on a plus de cellules, en fait, on a plus de cellules microbiennes dans notre organisme que de cellules eucaryotiques de notre organisme lui-même. Et c'est des relations symbiotiques, c'est-à-dire que ces microbes permettent à notre organisme de fonctionner normalement. Et donc notre système immunitaire aussi est tolérant vis-à-vis de ces microbes, et les cellules dendritiques ont un rôle dans la tolérance de notre système immunitaire vis-à-vis de ces organismes symbiotiques. Et quand cette tolérance est rompue, on verra que ça peut entraîner une inflammation délétère, et c'est une des hypothèses de travail sur, par exemple, la maladie de Crohn, qui pourrait résulter aussi d'un problème de tolérance vis-à-vis de la flore microbienne de l'intestin, en fait. Mais en plus de ce rôle de tolérance, évidemment, les cellules dendritiques, elles ont un rôle au contraire pour induire une réponse immunitaire en cas de danger, lorsqu'on est infecté par un agent pathogène qui crée une maladie ou en cas de développement de cancer. Et là, on a non plus une maturation tolérogénique, mais une maturation immunogénique qui va permettre aux décès de délivrer des signaux activateurs aux lymphocytes T, de façon à leur permettre de développer des fonctions effectrices, des fonctions cytotoxiques pour les lymphocytes T CD8, des fonctions soit TH1, TH17 ou TH2 pour les lymphocytes T CD4. Mais elles n'ont pas seulement une fonction d'induction des réponses immunitaires, mais les cellules dendritiques, de la même façon qu'elles sont nécessaires du côté tolérance à maintenir les fonctions des lymphocytes régulateurs en permanence, elles sont aussi nécessaires à maintenir les fonctions des lymphocytes effecteurs, soit lorsqu'on a une infection chronique ou le développement d'une tumeur qui est une pathologie à long terme pour laquelle le système immunitaire doit être efficace sur le long terme, soit lorsqu'on se réinfecte avec le même pathogène ultérieurement. Bon, les épidémies de grippe, c'est tous les ans, et on se refait vacciner pour restimuler nos lymphocytes anti-grippe tous les ans. Enfin, tout le monde ne se fait pas revacciner, mais pour maintenir les fonctions effectrices de façon à pouvoir lutter contre les infections secondaires par la grippe. Donc, quels sont les mécanismes cellulaires et moléculaires par lesquels les cellules dendritiques contrôlent l'activation des lymphocytes T? En gros, c'est quoi les signaux de sortie que les décès délivrent aux lymphocytes T? Donc, en fait, pour les T régulateurs, parmi les signaux, en fait, la costimulation, ce qu'on appelle la costimulation, on peut considérer qu'il y a deux types de costimulation. De la costimulation qu'on appelle positive, donc c'est l'engagement, donc c'est les molécules qui sont représentées en verte ou pour certaines en noir. L'engagement du CD40 ligand sur le lymphocyte T par CD40, ou l'engagement de CD27 par CD70, ou l'engagement de CD28 par CD80, CD86 sont des signaux activateurs pour le lymphocyte T. Mais en fait, les cellules dendritiques peuvent aussi engager des récepteurs inhibiteurs de lymphocytes T, et certains d'ailleurs ont les mêmes ligands sur la cellule dendritique. CTLA4, qui est un récepteur inhibiteur, se fixe au même ligand que CD28, c'est-à-dire CD80, CD86, et donc l'activation de lymphocyte T résulte en partie d'un équilibre entre l'expression de CTLA4 et l'expression de CD28 sur le lymphocyte T, et donc l'engagement de l'un ou de l'autre par CD80, CD86. Donc en fonction de leur maturation immunogénique ou tolérogénique, il est proposé que les cellules dendritiques, en fait, quand elles sont tolérogéniques, exprimeraient plus de ligands de récepteurs inhibiteurs et moins de ligands de récepteurs activateurs. C'est pour ça qu'ici, j'ai représenté plus de molécules rouges qui sont des ligands de récepteurs inhibiteurs et plus de récepteurs inhibiteurs sur le lymphocyte T et moins de molécules vertes, alors qu'en situation immunogénique, la cellule dendritique exprimerait plus de molécules de costimulation positive, engageant plus de récepteurs activateurs sur le lymphocyte T. Et d'autre part, il est proposé que les cellules dendritiques tolérogènes exprimeraient moins de molécules MHC classe 1 ou MHC classe 2 plus peptides, donc il y aurait aussi moins de signal 1, moins d'engagement du TCR, et qu'en revanche, elles exprimeraient plus de signaux 3 négatifs, des cytokines immunosuppressives, par exemple de l'IL-10, et donc ça serait la résultante nette d'un signal 1 plus faible, d'un signal 2 plutôt négatif que positif, et d'un signal 3 plutôt négatif que positif, qui ferait que l'ADC est tolérogène plutôt qu'immunogène. Donc ça, c'est un modèle actuel, en fait, qui est proposé, on va en discuter. Donc effectivement, la tolérance, ça résulterait d'un signal 1 plus faible, de signaux 2 et 3 positifs moins importants que les signaux 2 et 3 négatifs,
Et donc, du coup, l'équilibre est du côté de la tolérance parce que l'équilibre est du côté d'une inhibition de l'activation des lymphocytes plutôt que d'une activation. Et c'est l'inverse pour l'immunité. On aurait un signal 1 plus fort et des signaux 2 et 3 positifs en plus grande quantité que les signaux 2 et 3 absents, enfin négatifs. Donc, du coup, il a été proposé pendant longtemps que les cellules dendritiques tolérogènes en fait, étaient des décès soit immatures, c'est-à-dire qui présenteraient l'antigène sans avoir reçu de signaux de danger, donc sans avoir sans avoir augmenté l'expression de CD80, CD86 et sans s'être mis à produire de l'IL-12 ou d'autres cytokines activatrices, ou qu'elles seraient semi-matures, c'est-à-dire elles ont commencé à maturer, mais elles n'ont pas fini, donc du coup, elles n'ont pas complètement augmenté l'expression de tous les signaux nécessaires à activer les lymphocytes T. Alors que les cellules dendritiques immunogènes seraient des cellules complètement matures qui sont allées jusqu'au bout de leur activation grâce au fait qu'elles ont été exposées à suffisamment de signaux de danger. Par ailleurs, en fait, les cellules dendritiques, ce n'est pas juste qu'elles activent ou qu'elles n'activent pas, c'est qu'elles activent différemment les lymphocytes T, ce qui peut conduire à l'immunité ou la tolérance. Comme vous en a beaucoup parlé, Alain, en fait, un des rôles essentiels des cellules dendritiques dans la tolérance, c'est d'induire des lymphocytes T régulateurs ou des lymphocytes T suppresseurs, et elles délivrent des signaux spécifiques pour cette fonction-là. Ce n'est pas juste qu'elles sont semi-matures ou immatures, c'est qu'elles délivrent des signaux qui polarisent les fonctions des lymphocytes T CD4 vers des fonctions régulatrices. Et par exemple, elles engagent quand même CD28. L'engagement de CD28 est essentiel pour induire des lymphocytes T régulateurs. Il peut y avoir un rôle d'engagement de PD1, parce qu'en fait, une des caractéristiques des lymphocytes T régulateurs, c'est d'exprimer de forts niveaux de PD1 d'ailleurs, qui est un récepteur inhibiteur sur les lymphocytes T. Mais aussi, elles expriment un certain nombre de signaux de type 3. Ce n'est pas juste une absence de cytokines, c'est qu'en fait, elles sécrètent par exemple du TGF-bêta, de l'interleukine 10, de l'acide rétinoïque qui vont instruire le lymphocyte T à se différencier en lymphocyte T régulateur. Donc ça, c'est des molécules qui ne sont pas synthétisées par une cellule dendritique immature. Donc la cellule dendritique mature reçoit des signaux qui vont l'amener à produire des signaux pour polariser les lymphocytes T vers des lymphocytes T régulateurs. Donc on n'est pas dans le cadre d'une cellule dendritique juste immature. Par ailleurs, les cellules dendritiques ont été aussi décrites pouvant induire des T régulateurs par la manipulation du métabolisme du lymphocyte T régulateur ou de l'environnement métabolique du lymphocyte T régulateur, par exemple en déprivant le milieu de certains acides aminés. Donc l'indoléamine désoxygénase, elle dégrade le tryptophane, il y a moins de tryptophane et ça participe à changer le métabolisme du lymphocyte T et à pouvoir l'orienter vers une différenciation en T régulateur. Pareil, l'arginase, ça dégrade l'arginine, donc il y a moins d'arginine et ça va modifier le métabolisme du lymphocyte T au moment où il s'active. Mais dans les cas d'activation immunogène, la cellule dendritique, en fonction des signaux qu'elle va délivrer au lymphocyte T naïf, va orienter sa différenciation. Pour une orientation TH1, il est proposé, et il a été démontré qu'une cytokine critique, c'est l'interleukine 12 pour polariser un lymphocyte T naïf vers une différenciation de type TH1, mais les interférons de type 1 peuvent jouer un rôle aussi. Pour une différenciation de type TH2, l'IL13 et la TSLP peuvent jouer un rôle important. Pour une différenciation de type TH17, comme vous en avez parlé Alain, l'IL23 peut jouer un rôle très important, mais aussi le TNF et l'IL6. Et pour une différenciation en lymphocytes T capable de promouvoir la production d'anticorps, ce qu'on appelle les T folliculaires, les lymphocytes T auxiliaires folliculaires, donc qui vont aider à la différenciation des lymphocytes B et à la formation des centres germinatifs et des follicules B. Il y a un rôle de la production d'IL6, d'IL27 et aussi justement la balance entre les T folliculaires et les T reg est liée à la disponibilité de l'interleukine 2. S'il y a beaucoup d'interleukine 2, on va plutôt différencier des T reg et s'il y a moins d'interleukine 2, on va plutôt différencier des T folliculaires helper en fait. Et il peut y avoir le rôle de certaines molécules de costimulation qui vont elles-mêmes participer à l'orientation de la différenciation des lymphocytes auxiliaires vers une fonction donnée. En plus du rôle direct de la cellule dendritique dans l'interaction du T, du fait qu'elles vont activer les lymphocytes régulateurs, ces lymphocytes régulateurs à leur tour vont avoir un rôle de régulation des réponses conventionnelles des lymphocytes CD4 et CD8, par exemple, en limitant la prolifération de ces lymphocytes T effecteurs et en inhibant les fonctions effectrices de ces lymphocytes T. Et puis, il peut y avoir une action en transe d'un certain nombre de molécules produites par les décès tolérogènes, comme le TGF-bêta, l'IL10 ou l'acide rétinoïque, qui peuvent eux-mêmes avoir des fonctions suppressives indépendamment de l'engagement du récepteur T. Donc, ils peuvent agir sur les T qui sont autour dans le milieu pour diminuer les fonctions de ces T sans pour autant que la cellule dendritique engage le récepteur du lymphocyte T.
Donc les cellules dendritiques, elles ont un rôle dans la tolérance, mais en fait, ces fonctions-là ne sont pas seulement des fonctions de tolérance pour éviter le développement de l'auto-immunité ou de l'auto-inflammation, c'est aussi des fonctions de terminaison des réponses immunitaires contre les pathogènes, de façon à ce que la réponse immunitaire s'arrête quand le pathogène a été éliminé et qu'on ne rentre pas dans un phénomène de prolongation de l'activation qui pourrait aboutir à de l'immunopathologie et à de l'auto-inflammation, en fait. Est-ce que les cellules dendritiques, est-ce qu'il y a différentes sous-populations, on va voir. Donc, est-ce que ces sous-populations pourraient jouer des rôles différents ou pas? Quel est le rôle de ce qu'on appelle moi j'ai dit la nature versus la culture, en anglais ce qu'on dit nature versus nurture, c'est-à-dire est-ce que chaque cellule dendritique, chaque sous-population de cellules dendritiques a un programme génétique qui lui permet de faire certaines fonctions et pas d'autres, ou est-ce qu'il y a quand même une plasticité qui fait qu'il n'y a pas uniquement le programme génétique de la cellule dendritique qui détermine ses fonctions, mais il y a les signaux qu'elle reçoit qui vont lui permettre d'exercer différentes fonctions. Donc on va voir qu'en fait, il y a à la fois les fonctions des sous-populations de cellules dendritiques résultent de deux choses, qui sont le fait que certaines cellules sont spécialisées vers, par exemple, la différenciation des lymphocytes T helper de type 1 ou des lymphocytes cytotoxiques, alors que d'autres cellules dendritiques peuvent être plus efficaces pour différencier des Th2 ou des Treg. Mais en fait, malgré cela, chaque cellule dendritique peut quand même être relativement plastique et développer une polarisation des réponses immunitaires qui va dépendre des signaux que cette cellule dendritique reçoit au moment où elle mature. Donc c'est la composante des deux qui va déterminer la nature de la réponse immunitaire qui est induite. Un exemple qui est un exemple artificiel mais intéressant aussi au niveau clinique, c'est qu'en fait, on va voir qu'il y a différentes sous-populations de cellules dendritiques, dont certaines qu'on peut différencier à partir de monocytes in vitro, et c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps, parce que c'est jusqu'à très récemment, c'était une des seules façons d'obtenir beaucoup de cellules dendritiques in vitro, c'était de prendre des monocytes d'un individu, de les différencier in vitro en cellules dendritiques grâce à un cocktail de cytokines donné. Et ensuite, ça peut permettre d'une part d'étudier les bases moléculaires du contrôle des fonctions des cellules dendritiques, et d'autre part, c'est ce qui a été utilisé pour faire de l'immunothérapie par transfert adoptif de cellules. On peut non seulement faire du transfert adoptif de Treg, comme vous l'a montré Alain, mais aussi, par exemple, dans le cadre de tumeurs ou dans le cadre de greffes, les gens ont essayé d'utiliser des cellules dendritiques pour utiliser les fonctions immunoactivatrices pour induire une réponse antitumorale ou tolérogènes pour empêcher le rejet de greffe. C'est-à-dire on fait une greffe chez un patient et en même temps on essaie d'injecter des décès tolérogènes pour empêcher que le patient rejette la greffe qu'on lui a faite, en fait. Et la seule cellule dendritique qu'on arrivait à générer en suffisamment grand nombre in vitro pour faire ce genre de choses, c'est des cellules dendritiques dérivées de monocytes. Et en fait, en fonction de ce qu'on leur fait, on peut leur faire induire des TH1 et des TC1 si on les active par exemple via TLR9 parce qu'elles vont faire de l'IL-12 ou de l'interféron bêta, ou via du LPS parce qu'elles vont aussi faire de l'interleukine 12 ou de l'interféron bêta, qui sont des signaux qui vont polariser les TCD4 vers une fonction de type TH1 et qui vont permettre l'activation des TCD8. Mais par exemple, si on les cultive en présence d'IL-10, elles vont plutôt induire des T-régulateurs et être tolérogènes. Si on les cultive en présence de PGE2 et de TNF, donc de prostaglandine E2 et de TNF, elles vont plutôt induire une réponse de type TH2. Et si on les active par certains signaux microbiens particuliers, on peut induire des T folliculaires helper. Alors là, je n'ai pas trouvé, mais je suis sûr qu'on peut leur faire du TH17 aussi si on trouve le bon cocktail de signaux. Donc c'est pour vous montrer qu'à partir d'une cellule dendritique donnée, on peut l'instruire à développer différents types de réponses immunitaires. Mais ça, c'est de l'in vitro, et c'est à partir de décès dérivés de monocytes, on va pouvoir discuter de la pertinence physiologique de ça. En fait, chez la souris, on a pu décrire qu'effectivement, il y a différents types de cellules dendritiques qui sont spécialisées dans différentes fonctions. Donc, il y a des décès que je vais appeler décès XR1+, qui sont particulièrement efficaces pour produire de l'interleukine 12 et des interférons de type 3 dans différentes conditions de stimulation. Ça, c'est des cytokines qui sont inductrices de TH1. Et donc, effectivement, quand on regarde ce que font ces cellules dendritiques, elles sont plutôt efficaces pour induire des TH1 quand on les met en face de lymphocytes T naïfs et qu'on les a activés pour qu'elles fassent ces cytokines. Mais elles peuvent aussi induire des Treg. Elles sont particulièrement efficaces pour activer des lymphocytes TCD8 cytotoxiques, à la fois par présentation directe et en prenant des antigènes dans le milieu exogène pour les présenter avec le CMH de classe 1. Elles ont été proposées d'être impliquées dans l'induction des tolérances à la fois centrales et périphériques, qui est liée entre autres à leur capacité d'activer à la fois les TCD4 et les TCD8. Mais elles sont aussi très importantes pour l'immunité cellulaire contre les pathogènes intracellulaires et les tumeurs, ce qui est en lien logique avec le fait qu'elles activent les lymphocytes T cytotoxiques, qui sont des effecteurs très importants pour lutter contre les tumeurs et contre les pathogènes intracellulaires, puisque la lutte contre les tumeurs et les pathogènes intracellulaires passe en grande partie par
la reconnaissance et la destruction de ces cellules qui est fait par des lymphocytes cytotoxiques, innés ou adaptatifs. Les cellules dendritiques CD11B sont plutôt apparemment efficaces pour faire de l'interleukine 23, donc entre autres elles sont capables d'induire des Th17. Elles sont efficaces pour activer les lymphocytes TCD4, moins efficaces pour activer les lymphocytes TCD8. Tout ça, c'est du relatif. Chaque cellule dendritique peut faire à peu près tout, mais plus ou moins efficacement. Elles ont aussi été proposées d'être impliquées dans les tolérances centrales et périphériques. Et leur fonction d'activation dans le système immunitaire chez la souris a été montrée, avec certaines confirmations chez l'homme, comme étant essentielle pour induire une bonne immunité cellulaire et humorale contre les pathogènes extracellulaires. Donc on voit qu'il y a une division du travail. Ça, c'est plutôt contre les tumeurs et les pathogènes intracellulaires. Ça, c'est plutôt contre les pathogènes extracellulaires. Les cellules dendritiques plasmacytoïdes, comme on l'a vu, c'est surtout la production d'interféron type 1 et type 3 qui seraient impliquées dans la lutte contre les infections virales. Les cellules dendritiques dérivées de monocytes, elles produisent du TNF, des radicaux oxygénés et des radicaux nitrés qui ont des fonctions microbicides très importantes et donc elles participent à la défense contre les agents infectieux et elles seraient capables d'induire du Th17, du Th22. C'est pas très clair si elles ont un rôle dans la tolérance périphérique ou pas, peut-être dans le maintien, non pas dans l'induction, mais dans le fait, une fois que cette tolérance est en place et qu'il y a déjà des Treg, de continuer à donner des signaux à ces Treg pour qu'ils restent là et qu'ils restent efficaces. Les cellules de Langerhans, ça je ne vais pas trop en parler parce qu'en plus il y a beaucoup de controverses entre ce qui se passe chez l'homme, chez la souris, même donc probablement qu'elles participent à l'homéostasie de la peau et qu'à la fois elles seraient impliquées dans la tolérance peut-être au niveau de la peau vis-à-vis par exemple de la flore microbienne qu'on a sur notre peau, mais aussi de la défense contre les agents infectieux. Mais vous voyez qu'il y a pas mal de points d'interrogation. À chaque fois qu'il y a un point d'interrogation, c'est que je reste prudent et qu'on n'est pas encore absolument certain des conclusions qui sont données. Donc, quelles sont les sous-populations d'essais qui contribuent aux tolérances centrales et périphériques? Dans le thymus, il y a plein de choses qui ont été décrites. Donc, moi, je vous donne ma vision en fonction de ma spécialisation, de mon expertise, des discussions avec des spécialistes, des expériences qu'on fait nous. D'autres personnes auraient peut-être des conclusions différentes, mais on s'oriente vers le fait que c'est les cellules dendritiques conventionnelles qui se différencient dans le thymus et qui passent toute leur vie dans le thymus qui sont responsables de l'induction de la tolérance centrale. Il y a des gens qui ont décrit qu'il y a des cellules dendritiques qui se différencient en périphérie puis qui migrent dans le thymus et qui seraient impliquées dans la tolérance. De plus en plus d'expériences suggèrent que ce n'est pas le cas et que c'est vraiment les cellules dendritiques qui passent toute leur vie dans le thymus qui sont impliquées dans la tolérance centrale. Il y aurait peut-être une spécialisation des DCXR1+ pour tolériser les lymphocytes TCD8 et des DC CD11B+ pour tolériser les lymphocytes TCD4, avec un rôle quand même des DCXR1 aussi dans la tolérisation des TCD4, y compris pour la génération des Treg naturels. En périphérie, il y a deux types de cellules dendritiques dans l'organisme. Il y a les cellules dendritiques qui sont dans les tissus non lymphoïdes et qui, lorsqu'elles s'activent, migrent dans les organes lymphoïdes drainants. Donc, par exemple, dans la peau, ces cellules vont s'activer et migrer dans le ganglion drainant la peau. Puis, il y a des cellules dendritiques qui passent toute leur vie dans l'organe lymphoïde. Donc, les cellules dendritiques qui sont impliquées dans la tolérance semblent être les cellules dendritiques qui surveillent les tissus et qui, lorsqu'elles s'activent, migrent dans les organes lymphoïdes, et non pas les cellules dendritiques qui passent toute leur vie dans les organes lymphoïdes. Là encore, il y aurait une spécialisation potentielle similaire à celle du thymus, avec un rôle prépondérant des DCXR1 pour la tolérisation des lymphocytes TCD8 et un rôle redondant, au moins partiellement redondant, entre les deux sous-types de cellules dendritiques conventionnelles pour la tolérisation des TCD4. Alors, les DC plasmacytoïdes et les DC dérivés de monocytes pourraient jouer un rôle dans le maintien des Treg naturels et induits, peut-être plus que dans leur induction au départ. Donc, il y a en fait, c'est un domaine de recherche très fréquent, très récent. Dans les 3 mois derniers, il y a 4 papiers qui ont été publiés dans des journaux très proéminents sur l'étude du rôle des décès dans la tolérance. C'est pour dire aussi que justement, beaucoup de choses ne sont encore pas bien comprises et que c'est un domaine de recherche en plein essor. Donc, ce qui a été montré récemment, effectivement, c'est que dans le thymus, les décès coordonnent le développement des lymphocytes régulateurs naturels qui sont R-dépendants pour un modèle où ils ont découvert un antigène spécifique de la prostate contre lequel il y a des Treg naturels qui existent chez la souris et qui en fait permettent le développement du cancer de la prostate dans des conditions où on induit le cancer de la prostate chez la souris. Et donc ces Treg contre l'antigène de la prostate, ils nécessitent les décès thymiques qui passent toute leur vie dans le thymus pour être induits en fait. Par contre, la perte d'une sous-population donnée des décès conventionnels, qui sont les DCXR1+, n'a pas d'impact majeur sur l'établissement des Treg dans le thymus dans ce papier-là. Il y a un autre papier où il trouve qu'il y a un impact. Donc entre deux, c'est pas entièrement. Probablement qu'il y a un rôle redondant entre les deux sous-populations de décès pour induire la tolérance, mais c'est quelque chose qui est en plein
les domaines d'études qui sont chauds en ce moment, en fait. Le maintien en périphérie des lymphocytes régulateurs naturels spécifiques de cet antigène de la prostate nécessite que l'antigène soit présent dans les organes lymphoïdes. Donc en fait, dans le ganglion drainant la prostate, on se rend compte que ces Treg prolifèrent et s'activent à bas bruit, et que si on utilise des souris qui n'expriment pas cet antigène, ces Treg ne sont pas maintenus. Donc les Treg sont induits dans le thymus, mais ensuite il faut qu'ils soient exposés à leur antigène, et cet antigène, il est présenté par les décès migratoires qui migrent de la prostate, où elles prennent l'antigène de la prostate, dans le ganglion drainant. Et dans ce ganglion drainant, elles présentent l'antigène de la prostate aux Treg pour permettre à ces Treg de rester là et de rester efficaces pour maintenir la tolérance. Donc on voit que la tolérance centrale est complétée par une tolérance périphérique. Il y a un rôle de la tolérance périphérique pour amplifier la tolérance centrale. Alors, en termes de plasticité fonctionnelle, des cellules dendritiques existent in vivo, par opposition aux décès dérivés de monocytes qu'on dérive in vitro, dont on ne sait pas encore très bien à quoi elles ressemblent, quelle est leur contrepartie in vivo. Quels sont les décès, par exemple, qui expriment le TGF-bêta et l'acide rétinoïque? Je vous ai dit, c'est deux signaux cruciaux pour induire les lymphocytes T régulateurs. Et donc, ce qu'on va se rendre compte, ça c'est un papier qui a été fait en collaboration avec le groupe de Bernard Mallison, qui est au Centre de biologie de Marseille Lumini, c'est qu'ils ont mesuré l'expression d'une enzyme qui permet la synthèse de l'acide rétinoïque dans les cellules dendritiques. Cette enzyme, elle est encodée par un gène qui s'appelle ALDH1A2, c'est l'aldéhyde déshydrogénase. Et donc, il est possible d'utiliser un substrat chimique qui devient fluorescent quand il est dégradé par cette enzyme. Et donc, on peut mesurer la fluorescence des cellules quand on les expose au substrat et déterminer si elles expriment l'enzyme. Et on voit qu'en fait, en fonction du tissu, je vous ai mis un code couleur, les DCXCR1 migratoires en rouge, les DCCD11B en violet, les DCC11B C103- en rose. Le but, ce n'est pas de retenir tous les noms, c'est de retenir qu'en fonction du tissu, il y a parfois un type de cellule dendritique particulier qui est capable de faire de l'acide rétinoïque, parfois deux, et d'un tissu à l'autre, ce n'est pas toujours le même type de cellule dendritique qui fait l'acide rétinoïque, ce qui montre la plasticité, c'est-à-dire que la cellule dendritique va aussi médier des fonctions qui dépendent du tissu dans lequel elle se développe. En fonction du tissu, elle va développer des fonctions différentes et donc elle va avoir un rôle tolérogène ou immunoactuateur et elle va être plus ou moins importante pour l'induction des Treg en fait. Et on peut corréler la production d'acide rétinoïque avec l'induction des lymphocytes T CD4 régulateurs qu'on peut ici identifier par le fait qu'ils expriment le facteur de transcription FOXP3. Et on peut voir que si on trie les cellules dendritiques entre celles qui sont capables de faire de l'acide rétinoïque, qui sont les barres noires, et celles qui n'en font pas, qui sont les barres grises, celles qui font de l'acide rétinoïque sont beaucoup plus efficaces pour induire des T régulateurs que celles qui n'en font pas, en fait. Et si on inhibe la fonction, si on utilise un antagoniste du récepteur à l'acide rétinoïque, donc on empêche l'effet de l'acide rétinoïque, on voit bien qu'on abroge la production des lymphocytes T régulateurs. Donc un des signaux clés que la cellule dendritique va donner au T pour les transformer en T régulateurs, c'est l'acide rétinoïque. Dans l'intestin, alors ça c'est un papier récent, 2016 aussi en fait, qui pose la même question. Quelles sont les cellules dendritiques responsables de la tolérance aux antigènes alimentaires dans l'intestin? Et donc en fait, ce qu'ils montrent, c'est qu'ils regardent l'expression aussi de l'enzyme qui permet de fabriquer l'acide rétinoïque. Donc là c'est le gène. On regarde différentes populations de cellules dendritiques et on voit en fait qu'il y a deux types de cellules dendritiques qui produisent beaucoup plus d'acide rétinoïque, enfin qui expriment le gène de l'enzyme permettant de faire l'acide rétinoïque, et qui du coup expriment beaucoup plus d'acide rétinoïque, c'est les cellules dendritiques migratoires par opposition à celles qui passent toute leur vie dans le ganglion. Donc ça confirme bien que les décès tolérogènes, c'est celles qui migrent du tissu dans le ganglion drainant et pas celles qui passent toute leur vie dans le ganglion. Et en fait, on voit qu'il y a une certaine redondance parce qu'il y a l'expression du gène qui permet de faire de l'acide rétinoïque, il est dans les deux sous-populations majeures de cellules dendritiques migratoires, les rouges et les violettes, les XR1+, et les CD11B+. Et pour le TGF-bêta, on voit pareil, puisque je vous ai dit, parmi les signaux importants pour induire des Treg, il y a l'acide rétinoïque et le TGF-bêta, eh bien c'est les mêmes cellules dendritiques qui font l'acide rétinoïque et qui font le TGF-bêta en fait. Et ces cellules dendritiques sont du coup très efficaces pour induire des Treg. Et ce qu'ils trouvent dans ce papier, c'est que si on n'enlève qu'une des deux sous-populations de cellules dendritiques, on a encore une tolérance relativement efficace. Il faut enlever les deux sous-populations de cellules dendritiques pour perdre la tolérance. Donc il y a un niveau de redondance entre ces deux sous-populations. Donc à partir de ces données-là, et je vais discuter d'autres choses pour discuter un peu le modèle de tolérance que je vous ai présenté avant, qui est un modèle sur lequel pas mal de chercheurs travaillent encore, qui dit que les décès tolérogènes sont immatures ou semi-matures et les décès immunogènes complètement matures.
Donc on s'est posé des questions sur ce modèle parce qu'il est essentiellement basé sur des observations in vitro qui sont prendre des décès dérivés de monocytes et puis leur mettre des agents pharmacologiques dessus et regarder ce qui se passe. C'est sûr que si on met plein d'antigènes sur une décès immature, on va la forcer à interagir avec un lymphocyte dans une condition où probablement in vivo ça ne se passe jamais parce que pour commencer elle n'exprime pas l'antigène. Donc c'est quelque chose de très artificiel. D'autre part, les décès dérivés de monocytes sont des cellules dont on ne connaît pas vraiment bien les équivalents in vivo, et surtout, c'est des cellules qu'on ne trouve pas tellement dans les organes lymphoïdes. Il n'y en a pas dans le thymus, ça c'est sûr, et il n'y en a pratiquement pas dans les organes lymphoïdes secondaires. Donc on a eu du mal à imaginer comment ces cellules-là pourraient être tolérogènes in vivo si elles ne sont pas dans les organes lymphoïdes qui sont responsables de l'induction de la tolérance, en fait. Donc quelle est la pertinence des mécanismes qui ont été démontrés sur ces décès in vitro par rapport aux décès qui sont vraiment responsables de la tolérance in vivo? Ce que je veux pointer quand même, c'est que ça n'empêche pas que ces expériences-là sont très importantes parce que par contre, on peut imaginer les utiliser dans des essais cliniques, ce que les gens font. Donc ce n'est pas parce que ce qu'on fait in vitro n'est pas pertinent par rapport à la tolérance naturelle qui existe in vivo que par contre, ce n'est pas utilisable au niveau de la médecine pour forcer la tolérance dans un contexte de traitement en fait. Et puis ce modèle, il est finalement inadapté à la tolérance centrale, puisque ce modèle, il dit que en fait, c'est parce qu'une des choses qui rend les décès tolérogènes, c'est qu'elles expriment peu de complexes CMH1 plus peptides. Or, on sait que la sélection négative, elle est due au contraire à une forte avidité et à un fort engagement du TCR. Donc c'est contradictoire en fait avec les mécanismes supposés pour la tolérance centrale. Et ça a conduit les gens à proposer que les mécanismes de tolérance centrale et de tolérance périphérique étaient différents. Donc nous, on se pose la question, est-ce qu'en fait, il y a vraiment une différence dans les mécanismes de tolérance centrale ou périphérique, ou est-ce qu'en fait, les signaux délivrés par les décès sont similaires pour les décès qui entraînent la tolérance centrale et pour les décès qui entraînent la tolérance périphérique? Comment essayer de répondre à cette question? Moi, une des approches que j'ai décidé d'utiliser dans mon équipe, c'est d'essayer d'avoir une approche la plus large possible pour caractériser l'état d'activation des décès de la façon la moins biaisée et subjective possible. Donc quand les décès s'activent, en fait, je vous expliquais qu'elles détectent plein de signaux dans leur environnement et que ça entraîne le fait qu'elles vont maturer et qu'elles vont développer une réponse qui va déterminer quels signaux de sortie elles vont fournir en lymphocytes. Et donc tout ça, c'est lié à une modification de l'expression génétique des décès. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va mesurer l'expression génétique des décès dans différentes conditions et on va voir à quel point elles changent quand elles sont en train de maturer de façon tolérogène ou en train de maturer de façon immunogène, et est-ce qu'il y a des choses similaires ou différentes. Donc si les décès tolérogènes qui ont migré des tissus non lymphoïdes dans les ganglions drainants sont immatures ou semi-matures, leur programme d'expression génétique il devrait être plus proche des décès immatures qui n'ont pas migré et qui sont MH et classe de l'eau, c'est les 86 lots, que des décès qui sont matures parce qu'elles ont vu un pathogène, par exemple. Donc on devrait avoir un programme d'expression génétique des décès tolérogènes plus proche des décès immatures que des décès matures. Si les décès tolérogènes expriment plus de signaux 2 et 3 négatifs que les décès immunogènes, on devrait voir l'expression des gènes correspondants plus fort. Par exemple, l'expression des ligands PD1, PDL1, PDL2, l'expression de l'IL10 devrait être plus fort dans les décès tolérogènes au niveau génétique que dans les décès immunogènes. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que en fonction des gènes dont l'expression est changée dans les décès au cours de leur maturation, on peut regarder les séquences régulatrices de ces gènes pour essayer de voir quels facteurs de transcription contrôlent leur expression et donc essayer de remonter aux signaux que les décès ont reçus qui les a instruites à devenir tolérogènes ou immunogènes. Donc là, ça devient un peu plus compliqué, on rentre dans des données expérimentales, mais du coup, ce qu'on a fait en collaboration avec l'équipe de Bernard Malissen et de Toby Lawrence, c'est qu'on a soit utilisé des données publiques, soit généré nous-mêmes des données pour prendre par exemple les décès qui sont dans le poumon, les cellules dendritiques qui sont dans le poumon, et les cellules dendritiques qui ont migré spontanément du poumon dans le ganglion drainant le poumon, qui sont des décès tolérogènes qui permettent d'entraîner une tolérance contre les antigènes exprimés dans le poumon. De la même façon, on a pris les décès qui sont dans la peau et les décès qui ont migré de la peau dans le ganglion drainant de la peau, qui sont des décès tolérogènes. Et on les a comparés à des décès du poumon qui ont été activés par poly-C, qui est un ligand TLR3, et donc qui est typiquement un signal immunogène qui entraîne une maturation immunogène. Et on a regardé combien de gènes bougent dans les décès matures par rapport à leur contrepartie immature, en fait. Donc ça, c'est tous les gènes qui sont induits dans les décès tolérogènes qui sont dans le ganglion drainant le poumon, les gènes qui sont induits dans les décès tolérogènes qui sont dans le ganglion drainant la peau, et ça, c'est les gènes qui sont induits dans les décès du poumon activés par poly-C. La surface des cercles est proportionnelle au nombre de gènes qui a été induit. On voit que la surface des cercles gris et noirs est au moins aussi grande que la surface du cercle rouge, ce qui montre qu'une décès qui s'active en conditions tolérogènes, elle bouge l'expression de ces gènes au moins autant qu'une décès qui s'active en conditions immunogènes. Donc ce n'est pas juste une décès immature ou semi-mature, sinon on devrait avoir des tout petits cercles gris et noirs et un gros cercle rouge. Ce n'est pas le cas.
Et pour les gènes inhibés, c'est la même chose. On a même plus de gènes inhibés dans les décès tolérogènes que dans les décès immunogènes. Donc la première conclusion, c'est qu'au cours de leur maturation, les décès tolérogènes modulent leur programme d'expression génétique au moins aussi fortement que les décès immunogènes. Donc ce n'est pas juste des décès qui sont immatures ou qui n'ont pas fini leur maturation, puisqu'au contraire, elles ont changé l'expression de plein de gènes. D'autre part, ce qu'on voit, c'est que la maturation de décès tolérogènes, c'est donc un mécanisme qui est aussi complexe que celle des décès immunogènes. Donc je dis, les décès responsables de la tolérance sont des décès matures et pas des décès immatures ou semi-matures. D'autre part, quand on regarde les séquences régulatrices des gènes qui bougent dans les décès, en rouge, c'est l'enrichissement pour des molécules régulatrices qui contrôlent les gènes qui sont induits dans les décès immunogènes, et en bleu, c'est les gènes qui sont induits dans les décès tolérogènes. On se rend compte que, en fait, c'est les mêmes facteurs de transcription qui se fixent, mais qu'on a un enrichissement, on a plus de gènes de ce type de ces facteurs de transcription dans les décès immunogènes que tolérogènes. Donc ça veut dire deux choses. D'une part, ça veut dire que on voit par exemple tout ça, c'est les gènes de la voie NF-κB. Donc beaucoup des gènes qui sont activés dans les décès en maturation tolérogène sont des gènes cibles de la voie NF-κB, ce qui était assez inattendu parce que généralement NF-κB est considéré comme pro-inflammatoire en fait. Mais en fait c'est très complexe, il y a aussi des fonctions anti-inflammatoires. Par contre, ce que ça montre aussi, puisqu'il y a plus de gènes qui bougent mais qu'on a un enrichissement moins fort, ça veut probablement dire que certaines séquences régulatrices ne sont pas bien caractérisées et qu'il nous manque de l'information, c'est-à-dire qu'on n'a probablement pas identifié certains facteurs de transcription clés qui seraient responsables du fait qu'on aurait des barres bleues hautes, en fait. Je ne sais pas si ce que je dis est assez clair. Donc, il nous manque probablement de l'information, donc il y a quelque chose à découvrir. Par contre, à l'inverse, pour les gènes qui sont inhibés, en fait, il y a beaucoup de gènes qui sont liés à la prolifération. Et donc les décès sont des cellules faiblement prolifératifs, mais dès qu'elles maturent, elles diminuent leur programme prolifératif, et c'est très marqué dans les décès tolérogènes, en fait. Donc en fait, on a de nombreux gènes ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a quand même de nombreux gènes qui sont régulés de la même façon entre les décès tolérogènes et immunogènes, ce qui montre que la maturation des décès, il y a un programme commun, et puis ensuite, il y a une divergence qui leur confère soit la fonction tolérogène, soit la fonction immunogène. Donc c'est la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a un programme génétique commun à tous les types de maturation? Est-ce qu'il y a un programme propre aux décès immunogènes ou propre aux décès tolérogènes? Donc, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais on a comparé des cellules dendritiques humaines et murines de différents sous-types stimulés par plein de signaux microbiens, et on a vu qu'il y avait un programme commun qui s'allumait dans toutes les décès immunogènes, quelle que soit la façon dont on les active, quel que soit le sous-type, que ce soit des décès de souris ou des décès d'hommes. Et on a repris ce programme, tous les gènes inhibés dans les décès immunogènes et tous les gènes activés dans les décès immunogènes. Et on a regardé ce qui se passe dans les décès tolérogènes. En gris, c'est la maturation tolérogène. En noir, c'est la maturation immunogène. Bleu, c'est les gènes down régulés. Rouge, c'est les gènes up régulés. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, de façon globale, dans les colonnes grises, le profil est assez proche des colonnes noires. Ce qui veut dire que le programme qui est commun aux décès immunogènes est en fait aussi commun aux décès tolérogènes. Ce qui montre bien que la maturation des cellules dendritiques, il y a un programme commun sur lequel se branchent des sous-programmes spécifiques, en fait. L'autre chose qui est très frappante, en fait, c'est qu'il y a tout un tas de gènes qui sont des gènes associés d'habitude à des fonctions immunogènes, comme l'IL-15, qui est appliqué dans la prolifération des lymphocytes T, des cellules natural killers, ou IRF1, qui est impliqué, et TRAF1, qui sont impliqués dans la signalisation par les TLR. TANK aussi, qui est impliqué dans la signalisation par les TLR, certains gènes de réponse aux interférons type 1, sont induits aussi fortement dans les décès tolérogènes que dans les décès immunogènes. Donc on a l'induction de gènes pro-inflammatoires dans des décès tolérogènes, ce qui est contre-intuitif au départ. Et en fait, on a analysé ça de façon plus importante en prenant cette fois, en classifiant les gènes entre ceux qui sont réputés être des gènes activateurs du système immunitaire et ceux qui sont des gènes inhibiteurs. Et si l'hypothèse et le modèle de départ qui était que les décès tolérogènes, c'est surtout pas qu'elles expriment des molécules de costimulation négatives et pas de cytokines activatrices, mais des cytokines inhibitrices, et l'inverse, on devrait s'attendre à ce que les gènes activateurs soient surtout rouges dans les décès immunogènes et bleus dans les décès tolérogènes, ce qui n'est pas le cas, et qu'à l'inverse, les gènes inhibiteurs soient induits dans les décès tolérogènes et pas induits dans les décès immunogènes. Et on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. On voit qu'il y a des gènes activateurs et inhibiteurs induits dans les deux types de décès. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Ça veut dire qu'on ne comprend pas très bien ce que c'est qu'une décès tolérogène aujourd'hui, on ne comprend pas très bien ce que c'est qu'une décès immunogène. Mais en fait, ce qui est quand même clair, c'est que ce qu'on voit, c'est que les décès immunogènes, elles expriment des gènes qui sont en fait des gènes de rétrocontrôle négatif de l'activation immunitaire. PDL1, il est induit par l'interféron type 1, par exemple, et il est induit tardivement dans la maturation des décès.
USP18, c'est un gène de régulation négative de la réponse d'interféron type 1. SOX3, c'est un gène de régulation négative de la réponse aux cytokines. A20, c'est aussi un gène induit en réponse aux cytokines. Donc en fait, la tolérance, finalement, c'est peut-être c'est proche des boucles de rétrocontrôle négatif de l'activation immunitaire. Et donc les décès immunogènes, elles sont immunogènes, mais en même temps, elles mettent déjà en place des programmes de rétrocontrôle négatif pour éviter que la réponse immunitaire ne s'active trop fortement, et elles anticipent déjà sur la terminaison des réponses immunitaires. Donc c'est quand même plus compliqué là, que la vision simple que les gens donnaient, qui disait les décès tolérogènes sont immatures ou semi-matures, et les décès activatrices sont complètement matures. Cependant, ce qu'on peut voir aussi, c'est que certains gènes spécifiques sont quand même plus forts dans les décès tolérogènes, et on va retrouver certains des gènes dont on a parlé avant. Par exemple, la molécule, les enzymes qui permettent de synthétiser l'acide rétinoïque, on voit qu'elles sont plus fortes dans les colonnes grises que dans les colonnes noires. L'indoléamine désoxygénase, elle a tendance à être un peu plus forte dans les décès tolérogènes que dans les décès immunogènes. Certaines d'autres molécules comme l'arginase 2 dont on a parlé, qui entraînent la déplétion de l'arginase et donc qui changent le métabolisme d'ET pour les rendre plutôt régulateurs, et plus fortes aussi dans les décès tolérogènes que dans les décès immunogènes. A l'inverse, un certain nombre de gènes de réponse aux interférons, CXCL10, tout ça c'est les gènes de réponse aux interférons, ils ont tendance à être plus forts dans les décès immunogènes que dans les décès tolérogènes, voire même ils sont inhibés dans les décès tolérogènes, ils sont plus forts à l'état basal et ils sont inhibés quand elles maturent. Donc l'image qu'on commence à voir, c'est qu'en fait, il y a probablement un métabolisme différent des décès tolérogènes par rapport aux décès immunogènes, à la fois leur métabolisme propre et la façon dont elles vont réguler l'environnement métabolique dans lequel elles se trouvent, et que par contre, il y a une réponse aux interférons type 1 et 3 plus forte dans les décès immunogènes. C'est ce vers quoi on se dirige. Et donc, on a commencé à proposer un modèle qui serait que si on regarde les gènes et les molécules qui sont impliquées dans la maturation des décès, en maturation immunogène et tolérogène, on a certains facteurs de transcription qui sont impliqués dans les deux cas, mais peut-être une prépondérance de l'activation des voies interféron type 1 et type 3 dans les décès immunogènes, une prépondérance de certaines voies NF-κB dans les décès tolérogènes, et une prépondérance d'activation de gènes de contrôle du métabolisme dans les décès tolérogènes, de contrôle un métabolisme suppresseur, et une prépondérance de l'activation de certains gènes de réponse à interféron type 1 et type 3 dans les décès immunogènes. Donc, finalement, on passe d'un modèle semi-mature ou immature versus complètement mature à un modèle de maturation différente. C'est des cellules qui maturent très fortement, mais de façon différente, où les décès immunogènes vont produire des cytokines activatrices et ne pas mettre en place de métabolisme immunosuppresseur, voire mettre en place un métabolisme immunoactivateur, et tardivement exprimer des signaux de rétrocontrôle négatifs, qui sont des signaux éventuellement les mêmes que ceux inhibiteurs des décès tolérogènes, mais qui les mettraient peut-être plus rapidement en place. Elles allumeraient ces gènes suppresseurs plus vite au cours de la maturation tolérogène, et elles développeraient un métabolisme immunosuppresseur tout en sécrétant moins de cytokines activatrices. Donc, quels sont les signaux qui aboutissent à ça? Donc, alors, il va falloir que j'aille un peu vite là parce que j'ai prévu trop. Mais donc on a travaillé sur l'hypothèse d'un rôle de NF-κB dans la maturation tolérogène, ce qu'on a testé avec l'équipe de Toby Lawrence. Donc là, si on compare les décès qui ont migré de la peau dans les ganglions drainants de la peau et qu'on regarde les gènes qui sont induits, on se rend compte que beaucoup de ces gènes sont des gènes cibles de NF-κB. Et si on compare les gènes induits par NF-κB dans des décès activés par LPS, qui est un programme immunogène, donc ça engage TLR4, avec les gènes cible de NF-κB, enfin l'expression des gènes cibles de NF-κB dans les décès tolérogènes, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des cibles de NF-κB qui sont plutôt sélectivement induits en conditions immunogènes et des gènes cibles de NF-κB qui sont plutôt induits sélectivement en conditions tolérogènes. Donc il en ressort qu'il y a peut-être des sous-programmes d'activation NF-κB, un sous-programme tolérogène où on retrouve par exemple la molécule qui permet de produire l'acide rétinoïque, on retrouve des inhibiteurs de cytokines, on retrouve certains des gènes dont on a parlé avant, des gènes régulateurs du métabolisme, et à l'inverse, dans les gènes de NF-κB qui sont associés à la maturation immunogène, on retrouve tout un tas de cytokines activatrices, par exemple. Et donc, ce qu'a fait l'équipe de Toby Lawrence, c'est qu'ils ont testé ça expérimentalement en inhibant spécifiquement l'activation NF-κB dans les décès. Donc, ils ont utilisé une souris qui est dont le gène IκK-kappa-bêta
est floxé, et quand on les croise avec une souris crée, ce gène en fait est délété spécifiquement des cellules dendritiques sans être enlevé dans les lymphocytes T, dans les cellules non immunitaires, dans les lymphocytes B, etc. Et on voit que la seule perte de cette molécule signalisation de NF-kappa B dans les cellules CD11C+, on va dire que c'est des cellules dendritiques, entraîne une splénomégalie et une augmentation de la taille des organes lymphoïdes, des ganglions, très forte. Et en fait, si on regarde la rate, on se rend compte qu'il y a une zone B, des follicules B très développés qui sont marqués par PNA qui signent l'existence de centres germinatifs. Et quand on mesure la quantité de centres germinatifs, il y a beaucoup plus de centres germinatifs dans les souris qui n'ont plus NF-kappa B dans les cellules dendritiques. Et quand on regarde le rein, il y a développement d'anticorps anti-ADN dans ces souris, dans le sérum. Et ces anticorps se déposent dans les reins et créent une pathologie qui commence à se rapprocher des pathologies auto-immunes de ce qu'on peut voir par exemple dans le cas du lupus ou Donc il y a une maladie auto-immune qui se développe dans ces souris qui est liée à la perte de NF-kappa B dans les cellules dendritiques, qui laisse suggérer qu'effectivement NF-kappa B est nécessaire aux cellules dendritiques à développer des fonctions tolérogènes. Et donc quand on regarde ce qui se passe, dans le thymus, il n'y a pas de différence dans le nombre de Treg, dans la rate, il n'y a pas de différence dans le nombre de Treg, mais si on regarde les ganglions drainants de la peau, il y a moins de lymphocytes T régulateurs dans les souris qui n'ont pas NF-kappa B dans les cellules dendritiques. Ce qui irait dans le sens que ces cellules dendritiques ont perdu en partie leur fonction tolérogène et sont plus capables de maintenir les lymphocytes T régulateurs dans les ganglions drainants de la peau. Et en fait, si on regarde les cellules dendritiques elles-mêmes, on voit qu'il y a beaucoup moins de cellules dendritiques migratoires dans les ganglions drainant la peau des souris qui n'ont plus NF-kappa B dans les cellules dendritiques par rapport aux souris qui sont normales. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe dans la peau, pour comprendre comment on aboutit à moins de cellules dendritiques dans le ganglion drainant de la peau par rapport à la peau, il y a autant de cellules dendritiques dans la peau, mais ces cellules dendritiques, quand on essaie de les faire migrer ex vivo, on prend de la peau, on la met à 37 degrés dans du milieu, on met une chimiokine qui est le ligand naturel qui fait migrer normalement les cellules dendritiques, et on regarde si les décès sortent de la peau pour aller dans le milieu extérieur. Il y a beaucoup moins de décès qui migrent hors de la peau quand elles n'ont pas NF-kappa B que quand elles ont NF-kappa B. Donc il y a un déficit de migration des décès du tissu dans le ganglion drainant qui participe probablement au fait qu'ensuite ces décès ne sont pas assez fréquents dans le ganglion et ne peuvent plus maintenir les T régulateurs en fait. Et quand on regarde ces décès, quand on les cultive à 37 degrés, toujours ex vivo à partir d'un explant de peau, on se rend compte qu'elles expriment beaucoup moins CD40, qu'elles expriment beaucoup moins CCR7 et qu'elles expriment aussi moins la molécule qui permet de produire l'acide rétinoïque, qui est alors LDH1A2, c'est ici. Donc en fait, à la fois elles migrent moins et en même temps leur programme de maturation est altéré et elles perdent l'expression de certains des gènes qui sont importants pour la tolérance en fait. Et si on regarde ce qui se passe cette fois dans un modèle transgénique où on utilise des transferts de lymphocytes qui expriment un TCR contre l'ovalbumine, et dans une souris où l'ovalbumine est exprimé dans la peau, c'est une façon de regarder un antigène exprimé dans la peau et la tolérance contre cet antigène. Dans les souris normales, on se rend compte, on retrouve qu'il y a plus de cellules migratoires dans les ganglions des souris normales, plus de lymphocytes régulateurs dans les ganglions des souris normales, qui expriment l'ovalbumine dans la peau. Et en fait, quand on met des lymphocytes TCD8 ou CD4 spécifiques de cette ovalbumine, il n'y a pas de prolifération des lymphocytes TCD8 spécifiques de l'ovalbumine dans les ganglions drainants de la peau des souris normales. Donc il y a une tolérisation, ces cellules ont été délétées, c'est la tolérance périphérique par délétion des lymphocytes TCD8. Et quand on regarde dans les souris qui n'ont pas NF-kappa B dans la cellule dendritique, on a une prolifération des lymphocytes TCD8 anti-ovalbumine qui montre qu'ils n'ont pas été tolérisés et que la souris est en train de réagir contre un antigène de la peau de façon auto-immune. Et de la même façon, on voit qu'à l'inverse, il n'y a plus de T régulateurs spécifiques de l'ovalbumine. Donc on a perdu les T régulateurs et on n'a pas tolérisé les lymphocytes TCD8 autoréactifs. Donc ça montre que NF-kappa B dans les cellules dendritiques est nécessaire pour leur permettre de développer des fonctions tolérogènes pour la tolérance périphérique. Donc les décès migratoires tolérogènes des ganglions drainants, elles expriment un réseau spécifique de gènes type de NF-kappa B. L'inactivation sélective de la voie NF-kappa B dans ces décès induit une maladie auto-immune spontanée. Donc la voie de signalisation NF-kappa B est nécessaire pour promouvoir leur maturation normale et leur migration dans le ganglion drainant et leur fonction tolérogène en fait. Après, je vais passer rapidement parce qu'on est quasiment au bout. Je voulais insister sur le fait qu'une des voies de recherche actuellement très développée, justement, c'est le métabolisme des cellules immunitaires. Alain vous en a parlé tout à l'heure aussi par rapport justement à la synthèse des lipides dans les lymphocytes entre les TH17 pathogènes et non pathogènes. Et en fait, justement, ce que les gens commencent à voir, c'est que ce n'est pas seulement l'expression des gènes ou des protéines qui est importante, mais c'est aussi le métabolisme des cellules dendritiques qui font qu'elles peuvent développer un métabolisme suppresseur ou un métabolisme activateur
qui va conditionner leur fonction. Et donc, il y a deux aspects du métabolisme. Il y a d'une part les enzymes du métabolisme qu'elles expriment et la façon dont elles vont modifier le métabolisme dans leur environnement, mais il y a aussi leur propre métabolisme. Et par exemple, est-ce qu'elles vont être capables de synthétiser suffisamment de lipides pour faire du réticulum endoplasmique, pour faire de l'appareil de Golgi nécessaire à la synthèse des cytokines activatrices, par exemple. Donc, ce qui nous pointe aussi sur le fait que l'expression des gènes ne veut pas tout dire et qu'on peut avoir expression des gènes sans traduction protéique. Donc, même si c'est une approche qu'on aime bien, il faut se méfier et vérifier si la protéine est exprimée quand le gène l'est, en fait. Alors, est-ce que la perturbation du contrôle d'équilibre des fonctions immunogènes ou tellurigènes des décès participe à des pathologies? Je viens de vous en donner un exemple. Si on enlève NF-κB, on shift la fonction des décès et on développe une auto-immunité parce qu'elles perdent leur capacité tolérogène. Là, Alain vous en a pas mal parlé. Donc, c'est des modèles c'est ce qui est proposé de se passer dans le lupus et la psoriasis, où en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des signaux anormaux de danger ou des molécules du soi, normalement, qui devraient être silencieuses vis-à-vis de la reconnaissance par les décès, ne sont plus silencieuses parce que l'ADN du soi se trouve empaqueté de telle façon qu'il aboutit dans les endosomes, par exemple, des cellules dendritiques plasmacytoïdes, où il va activer TLR7 et TLR9. Donc ici, les cellules dendritiques plasmacytoïdes vont réagir contre l'ADN du soi, produire l'interféron type 1. Cet interféron type 1 va participer à entraîner une maturation immunogène des décès. Je vous ai dit qu'une des molécules dont on pense qui est très importante pour shifter entre immunogène et tolérogène, c'est l'interféron type 1. Et ça explique probablement pourquoi l'interféron type 1 est si souvent trouvé comme une signature dans les maladies auto-immunes. C'est le cas dans le lupus, c'est le cas dans la psoriasis, mais c'est le cas dans le syndrome de Sjögren, c'est le cas dans tout un tas de maladies auto-immunes. Et une explication possible, c'est que justement, c'est une des molécules qui va changer l'équilibre entre les fonctions immunogènes et tolérogènes des décès vers les fonctions immunogènes, et donc qui va perturber la tolérance et qui va faciliter le développement de l'auto-immunité. Donc on propose que dans les maladies auto-immunes, probablement, il y a deux choses qui se mettent en place. Il y a une reconnaissance anormale de signaux du soi qui sont perçus comme des signaux de danger au lieu d'être perçus comme des signaux inoffensifs par les décès. Par exemple, comme vous l'a expliqué Alain, dans le cas du lupus, c'est parce qu'il y a des combinaisons, des immuns complexes qui incluent de l'ADN du soi et qui permettent d'emmener cet ADN du soi dans les endosomes des cellules dendritiques où normalement cet ADN du soi ne devrait jamais aboutir. Et les cellules dendritiques, ce qui leur permet de distinguer l'ADN du soi de l'ADN du non-soi, normalement, c'est la localisation intracellulaire. L'ADN du soi ne va pas dans les endosomes. Et dans les maladies auto-immunes, on se rend compte que tout un tas des mécanismes qui se développent, c'est qu'en fait, l'ADN du soi est perturbé dans son trafic intracellulaire et aboutit dans des compartiments intracellulaires dans lesquels il ne devrait pas aboutir. Et donc, en fait, on aboutit à quelque part, la DC est trompée par son environnement, elle croit faire une infection virale parce qu'il y a de l'ADN du soi qui se met à se comporter comme de l'ADN viral, en fait. Ça, c'était justement pour vous illustrer le métabolisme et pour vous montrer que dans un cas, l'auto-immunité, en fait, des modifications de polymorphisme génétique ou des modifications liées à l'environnement, par exemple une co-infection avec un virus chez un patient qui a un polymorphisme de susceptibilité aux infections, à l'auto-immunité, va faire que la cellule dendritique interprète mal les signaux qu'elle reçoit et qu'elle interprète un signal du soi comme un signal de danger. Mais à l'inverse, dans le cas du cancer, en fait, et de certaines infections chroniques, c'est l'inverse. Les cellules tumorales ou les infections chroniques font aussi prendre des vessies pour des lanternes aux cellules dendritiques, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'elles arrivent à transformer les signaux de danger en signaux tolérisants, en faisant croire à l'ADC qu'elle est dans un contexte où elle doit entraîner la tolérance et non pas l'activation. Et donc, une des choses qui se passe, c'est que les tumeurs, par exemple, sont capables d'entraîner dans les cellules dendritiques du stress du réticulum endoplasmique, qui va entraîner une modification du métabolisme des décès, qui est aussi principalement une modification du métabolisme des lipides. Et cette modification induit un métabolisme immunosuppresseur dans les décès qui va inhiber la réponse antitumorale. Donc en fait, la tumeur modifie la maturation des décès pour les rendre immunosuppressives, ce qui permet le développement de la tumeur et qui inhibe la réponse immunitaire. Et là, je voulais en venir, et j'ai presque fini là, je crois, sur la fin, c'est qu'en fait, la tolérance et l'immunité, ce n'est pas uniquement un type de cellule dendritique donné, c'est en fait l'intégration des fonctions des différentes cellules dendritiques qui sont présentes dans le même tissu au même moment. Et donc ce qu'on propose actuellement, c'est que certaines cellules dendritiques seraient plus particulièrement efficaces pour induire une réponse immunogène en présence de signaux de danger, mais certaines cellules dendritiques ou autres cellules immunitaires sont très plastiques et pourraient être plus particulièrement détournées, leur fonction va être plus particulièrement facilement détournée par les tumeurs ou par les pathogènes,
dans le cas d'infection chronique, pour devenir tolérogènes. Et du coup, la réponse immunitaire dans le cas de ces maladies particulières, où on peut avoir des problèmes d'immunosuppression délétère, le cancer, certaines infections chroniques, c'est la résultante entre les fonctions immunogènes de certains sous-types de décès qui sont plus efficaces à être immunogènes et les fonctions immunosuppressives d'autres types de décès qui sont plus facilement détournées par les tumeurs ou les agents infectieux chroniques. Donc ce qu'on propose, c'est nos cellules préférées, si vous n'avez pas encore compris, les cellules dendritiques XR1, c'est que les cellules dendritiques XR1, elles sont particulièrement efficaces pour induire des réponses antitumorales, des réponses contre des virus, et qu'elles sont plus efficaces à être immunogènes dès qu'elles sont un signal de danger, et qu'elles sont moins plastiques dans le sens où elles sont moins susceptibles à être détournées par les cellules cancéreuses et les virus causant des infections chroniques ou par exemple la tuberculose, mais qu'elles peuvent être contre-régulées par les fonctions immunosuppressives d'autres cellules. Et donc ce qui va déterminer le fait que la réponse immunitaire va être efficace ou pas, c'est l'équilibre entre les fonctions immunogènes des DC XR1 et les fonctions télérogènes des PDC et des DC dérivés de monocytes. Et donc, par exemple, les DC dérivés de monocytes, les PDC, elles font de l'interleukine 10, elles font des nitricoxides, elles sécrètent de l'arginase, de l'indoléamine, des hexogénases, elles induisent des Treg, et tout ça va contrecarrer les fonctions immunogènes des DC XR1. Et donc empêcher l'induction dans la tumeur d'une bonne réponse antitumorale ou empêcher au cours d'une infection virale chronique le maintien d'une réponse antivirale efficace. Donc le rôle des décès dans l'infection normale versus pathologique sont-ils liés comment? Alors ce que je propose, c'est des propositions et des hypothèses ACC, c'est qu'il y a une sélection évolutive des voies d'activation des décès pour discriminer les signaux représentant un danger des signaux inoffensifs. Par exemple, l'ADN du soi dans le noyau, c'est un signal normal inoffensif. L'ADN viral dans les endosomes, c'est un signal de danger. Mais la conjonction de polymorphismes génétiques et de facteurs environnementaux peut causer la perte de certains de ces mécanismes de discrimination. Par exemple, dans le lupus, certains polymorphismes génétiques vont entraîner le fait qu'il va y avoir plus facilement production d'anticorps anti-DNA. Ces anticorps vont se complexer avec l'ADN du soi et avec d'autres molécules et entraîner le routage de l'ADN du soi dans les endosomes. Et du coup, on fait prendre à la cellule dendritique des vessies pour des lanternes. Elle est plus capable de discriminer entre l'ADN du soi et l'ADN du virus, en fait. À l'inverse, comment on peut manipuler l'équilibre entre les fonctions immunogènes et tolérogènes des décès? Donc on peut manipuler les signaux de sortie délivrés par les décès aux lymphocytes T. Par exemple, on peut ajouter de l'interleukine 10. Donc c'est ça a quand même beaucoup d'effets drastiques. C'est aussi un immunosuppresseur très puissant. Il y a eu beaucoup de problèmes cliniques avec l'interleukine 10, donc on ne va plus injecter de l'interleukine 10 dans les patients. Mais on peut par contre essayer de stimuler les décès de façon à leur faire produire l'interleukine 10. On peut manipuler les signaux d'entrée reçus par les décès pour les polariser fonctionnellement. Et on peut manipuler l'équilibre entre différentes sous-populations de décès. Donc je vais essayer de donner quelques exemples. Alors, il faut savoir que pour utiliser les décès en clinique, il y a deux mécanismes qui sont proposés actuellement. Ceux dont je vous ai parlé, ce qu'on appelle le chargement antigénique in vitro. L'idée, c'est de générer des cellules dendritiques in vitro et de les modifier in vitro, puis de les réinjecter dans l'individu. Donc on prélève par cytaphérèse, on purifie les monocytes du patient, on les différencie in vitro en cellules dendritiques. On met l'antigène qu'on veut dessus, donc on peut imaginer le faire soit pour induire la tolérance dans le cas d'une maladie auto-immune, comme disait Alain, le Graal dans une maladie auto-immune, ça serait d'induire des T-régulateurs contre l'auto-antigène sans supprimer les réponses contre les virus, les bactéries ou les tumeurs. Et donc les DC, ça devrait être l'outil idéal pour faire ça, parce que la DC, elle va parler aux lymphocytes essentiellement en engageant son récepteur T, plus en délivrant d'autres signaux. Donc si on peut induire une DC pour la rendre tolérogène en la chargeant, par exemple, avec de l'insuline, ça pourrait peut-être permettre de diminuer, de contrôler le diabète chez les patients qui ont un diabète suite à la destruction de l'insuline, par exemple. Si à l'inverse, un patient a une tumeur et qu'on peut charger une DC avec des antigènes tumoraux mais en l'activant de façon immunogène et la réinjecter, on peut peut-être arriver à induire une réponse antitumorale efficace. Le problème, c'est quel DC il faut utiliser, quel antigène il faut utiliser, quel adjuvant il faut utiliser pour la rendre soit immunogène, soit tolérogène. Et en fait, il y a des essais qui ont montré que, encore une fois, les cellules dérivées de monocytes, c'est compliqué parce qu'elles sont très plastiques et qu'en fait, même si on les contrôle, l'avantage de cette technique-là, c'est qu'on peut contrôler la fonction des décès in vitro. On peut prendre des lymphocytes du patient, les mettre en face de la DC et regarder si elle les rend Treg ou si elle les rend TH1. Et donc, on peut se dire, si ça fait des TH1 et des T cytotoxiques et que je veux induire une réponse antitumorale, c'est bon, je peux injecter le DC dans mon patient, ça ne devrait pas être immunosuppresseur parce que je ne veux surtout pas immunosupprimer mon patient qui a déjà une tumeur, en fait. Sauf que, parfois, les décès dérivés de monocytes, elles sont immunogènes in vitro, puis dès qu'elles arrivent dans la tumeur, elles sont modulées par l'environnement tumoral et bien elles commencent à devenir tolérogènes. Donc c'est important de mieux comprendre justement
qu'est-ce qui permet de rendre une décès irréversiblement immunogène ou irréversiblement tolérogène, parce qu'il ne faut surtout pas croire qu'on a fait une décès immunogène et puis qu'elle devienne tolérogène dans la tumeur ensuite derrière, en fait. Une autre façon de faire, au lieu de générer des décès in vitro, c'est d'essayer d'utiliser des décès qui sont dans les organes lymphoïdes en leur amenant tous les signaux qu'il faut là où elles sont, c'est-à-dire dans les organes lymphoïdes. Donc ce que les gens sont en train de faire, c'est de générer des anticorps qui sont spécifiques d'un récepteur exprimé par les DCXR1, par exemple, pour amener l'antigène et l'adjuvant au DCXR1 dans le ganglion drainant la tumeur ou dans la tumeur, de façon à les activer sur place et à les activer en induisant la bonne fonction. Le problème, c'est qu'on est encore assez loin, parce que ces décès-là, elles ont été décrites en 2000 chez l'homme. Les décès de souris, on connaît les sous-populations depuis très longtemps. Vraiment, la description des sous-populations de cellules dendritiques chez l'homme, ça a commencé dans les années 2000, donc ça fait 16 ans. Et 16 ans à l'échelle de la science, c'est quand même très court. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour savoir quelle combinaison de sous-population de décès et de stimulus de maturation il faut utiliser pour, au niveau clinique, induire une réponse immunitaire souhaitée en manipulant les cellules dendritiques. Donc c'est un domaine passionnant et en pleine expansion, mais par rapport à ce que disait Alain sur certaines autres approches cliniques, il y a encore du boulot avant d'arriver vraiment à faire les choses chez les patients. Cela étant dit, ce qui a été fait récemment, c'est un schéma que je propose depuis quelques temps, mais on s'est fait, c'est bien, ça avance vite, donc on s'est fait scooper par des équipes compétitrices dans le domaine. Ce qu'on est en train de proposer en ce moment comme concept, et que d'autres équipes dans le monde proposent, c'est justement, par exemple, pour traiter le cancer, de favoriser les fonctions immunoactivatrices et protectrices des DCXR1 et d'inhiber les fonctions immunosuppressives délétères d'autres types de cellules dendritiques. On peut faire ça comment ? Il faut trouver le bon adjuvant pour booster les DCXR1 de façon à ce qu'elles fassent de l'IL-12, l'interféron type 1, de l'IL-15, du CXCL9, tous les signaux qui sont bien pour activer les T antitumoraux. On peut essayer d'avoir plus de décès dans la tumeur. Donc il y a certains facteurs de croissance ou de différenciation dont on sait qu'ils peuvent induire la différenciation de ces décès-là très efficacement et pas des décès dérivés de monocytes. Et donc ça peut permettre d'avoir plus de décès dans la tumeur. Et puis on peut combiner ça aussi avec les traitements classiques, chimiothérapie, radiothérapie, pour promouvoir la mort des cellules tumorales et comme source d'antigènes pour que la DC active les T spécifiques des tumeurs. Donc en fait récemment, le groupe de Myriam Merad, qui est à New York, a fait ça chez la souris. Elle a injecté du FLT3 ligand et du poly-IC dans des souris qui portaient une tumeur. Elle a montré que ça augmentait le recrutement des DCXR1, ça augmentait l'activation des DCXR1, qu'elle faisait plus d'IL-12 et qu'elles activaient les TCD8 plus efficacement et que la souris contrôlait mieux sa tumeur. Donc chez la souris, ça marche. Donc, on peut espérer que certains de ces aspects marchent chez l'homme. Et ce que d'autres équipes font aussi, c'est que donc bloquer l'immunosuppression en parallèle. Ce qui est intéressant quand même, mais beaucoup de ces choses sont chez la souris, mais il y a des équivalents, des analyses cliniques chez l'homme qui laissent supposer qu'il y a des choses qui pourraient se passer chez l'homme de façon similaire. Quand on utilise quand on bloque les récepteurs inhibiteurs des lymphocytes, vous savez peut-être qu'un des traitements de pointe qui commence à vraiment bien marcher pour traiter le cancer, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de CTLA4 et de PDL1. Donc les molécules inhibitrices des lymphocytes T. Donc on injecte des anticorps anti-CTLA4 ou anti-PDL1, PDL2 chez les patients. Et ça permet de réactiver les lymphocytes TCD8 antitumoraux. Mais en fait, ce qui a été montré chez la souris, et il y a des évidences indirectes chez l'homme, c'est que ça nécessite quand même pour marcher qu'il y ait des décès dans la tumeur et dans le ganglion drainant la tumeur. Donc il faut quand même faut pas simplement enlever le frein sur les lymphocytes TCD8, il faut aussi qu'ils reçoivent des signaux activateurs des décès en même temps. Pareil, quand on bloque les macrophages ou qu'on bloque les IL-10, il faut qu'il y ait aussi des décès immunoactivatrices dans la tumeur pour que ce soit efficace. Donc tout pointe quand même sur le fait que c'est un équilibre entre des décès tolérogènes, des décès immunogènes, et que donc il faut jouer sur les deux tableaux pour avoir une réponse vraiment efficace. Donc une des questions qu'on se pose en ce moment, c'est qu'on a un papier que je ne peux pas vous raconter parce que c'est confidentiel pour l'instant, c'est soumis, mais avec Bernard Malissen qui essaie de comparer cette fois les décès tolérogènes du thymus avec les décès tolérogènes des ganglions secondaires, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes. Donc on se dirige vers un modèle où il y a beaucoup de similitudes entre la maturation des décès responsables de la tolérance centrale dans le thymus et la maturation des décès responsables de la tolérance périphérique dans les ganglions lymphatiques secondaires en fait. Et ce que je propose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes entre les mécanismes utilisés par le cancer ou les infections chroniques pour induire l'immunosuppression et la tolérance physiologique telle qu'elle se passe pour lutter contre les maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires. Et donc, une des hypothèses sur lesquelles on travaille, c'est que certains types de décès peuvent être plus facilement induits à induire la tolérance, et certains autres types de décès pourraient être plus facilement mobilisés pour induire des réponses immunogènes et effectrices efficaces.
Alors ça, c'est juste pour vous, je vous laisserai lire, c'est un récapitulatif, donc c'est ce que je vous ai raconté, mais je voulais juste finir sur un point, parce que je ne sais pas ce qu'il en est dans cette audience, mais on entend surtout en ce moment beaucoup de critiques sur l'expérimentation animale. Pour ce genre de choses, c'est très très compliqué, c'est quasiment impossible, je vous ai bien expliqué ce qu'il en était pour les décès dérivés de monocytes, c'est quasiment impossible de faire des prédictions sur la manipulation du système immunitaire dans l'état actuel de la connaissance et de la science juste par des expériences in vitro. L'expérimentation animale est indispensable. Ce qui est important de se poser comme question, c'est comment la faire dans les meilleures conditions éthiques, dans le respect de la souffrance animale, en diminuant la souffrance animale, dans le respect des êtres vivants, et de façon à ce que la probabilité que ce qu'on voit chez l'animal fonctionne de la même façon chez l'homme soit la plus élevée possible. Il ne faut pas se leurrer, il y aura toujours des choses qui ne seront pas équivalentes entre l'homme et l'animal. Donc nous, on a choisi aussi de développer une approche où on essaie de faire beaucoup de choses en parallèle chez l'homme et chez la souris, entre autres en se basant sur la comparaison des profils d'expression génétique des cellules immunitaires entre ceux de l'homme et ceux de la souris. Et on se focalise sur la souris, sur tout ce qui est conservé avec l'homme, de façon à augmenter les probabilités que toutes les expériences qu'on fasse chez la souris puissent aboutir à mieux comprendre le système immunitaire humain. Donc c'est une diapositive très complexe, mais c'est juste pour vous dire que l'expérimentation animale, c'est indispensable, mais qu'il y a des façons de la faire la plus intelligente possible pour qu'elle soit la plus pertinente possible par rapport à la compréhension de la physiologie humaine. Donc beaucoup des travaux que je vous ai montrés sont en collaboration avec les équipes de Bernard Malissen et de Toby Lawrence au CIML. On a bénéficié de différents financements et de plateformes. Et puis, évidemment, les travaux que j'ai présentés, c'est par les gens de l'équipe, parce que moi, ça fait quelques années que je fais plus d'expérience à la paillasse. Donc, je voulais aussi remercier les gens de mon équipe. Voilà.